planète. Bonjour et bienvenue sur Walking Tour 360. Aujourd'hui, on en est au deuxième jour de l'exploration de Hong Kong. La soirée d'hier n'a pas été très facile. Il s'agit surtout de comprendre comment fonctionne Hong Kong. Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur. Par là, il y a des montagnes. On va prendre un peu de hauteur. On va faire plein de trucs. Ça va être sympa. Et c'est déjà à ce moment-là que m'adresser directement à la caméra tout en étant au cœur de l'action a commencé à me saouler. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais à chaque fois, sortir et déployer le trépied, synchroniser le micro avec la caméra, trouver l'endroit idéal pour m'adresser à vous, s'assurer que la lumière soit correcte, tout ça me prend un temps de dingue. Et pour ne rien gâcher, une fois terminé, il faut tout ranger. Résultat, je perds énormément de temps avec un planning journalier qui est déjà bien chargé. Et ça me rend colère. Et quand je suis colère, quand ça m'énerve, il faut prendre rapidement une décision, ou alors on plaque tout. C'est donc à ce moment précis que je me suis assis dans ce parc et que j'ai déjà remis en question ma façon de travailler. Mon objectif avec ce vlog était de vous transmettre les émotions du moment, mon ressenti. Mais continuer avec cette préparation pour chaque plan à tourner, ça ne pouvait clairement pas fonctionner. Pour écrire les textes de mes chansons qui accompagnent le vlog, j'utilise tout au long de mes journées un mini enregistreur, pas plus grand que ça, où j'enregistre tout ce qui m'inspire. C'est donc à ce moment précis que j'ai décidé de fonctionner de la même façon pour le vlog. Direction le petit shop qui se trouvait à peine à 100 mètres et achat d'un second enregistreur qui m'a coûté 7 €. C'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise. La décision qui aura même peut-être sauvé ce vlog et qui m'aura fait gagner énormément de temps dans mes journées qui sont vraiment bien trop courtes pour moi. Maintenant, on va prendre de la hauteur. Ouais. Mais au moment où vous voyez ces images, c'est la matinée et je n'ai pas l'intention de me détruire complètement en début de matinée. Je vais prendre un tram, mais pas n'importe quel tram. Ce tram, c'est toute une histoire et je vais vous la raconter. Et vous la racontez, oui, mais en chanson. Pourquoi ? Parce qu'il le vaut bien et qu'il y a une bête là en dessous. C'est l'heure de la carte postale. On dit que la ville dort sur un monstre, pas une image, une vérité entière. Un tram grimpe que les chines, brune soudaine, le dragon respire. Granit vibrant, écaille immobile, sous nos pas le sol soupire. Sous le pic, ça gronde, pas un secret, c'est une ombre. Le feu attend, ce dragon est comme une bombe. Des selfies au sommet du vide, un musée pour cacher l'abîme. Capitale, chiffres, vitrine, mais l'éveil dort et l'ignorance c'est ce pic. Ça vibre, chaque pas réveille la fibre. Pas d'histoire, pas de paix, juste un souffle qu'on ne voit jamais. Quand le vent tourne, quand le typhon tape, ce n'est pas le ciel qui boue, c'est ciel qui frappe. Je vais vous parler de ce tram maintenant. En 1888, Hong Kong étouffe sous la chaleur. Les rues
grouille littéralement de monde. Et sur les hauteurs de Victoria Peak, une poignée de colons britanniques rêvent de fraîcheur. Problème, gravir 400 mètres à dos d'homme ou en chaise à porteur. C'est l'enfer. Imaginez ce qu'ont vécu ces pauvres colons. La solution, un prodige d'ingénierie, le Peak Tram. Imaginez, un petit train de bois tiré par des câbles d'acier, escaladant la montagne à 27 degrés. Le premier funiculaire d'Asie. À l'époque, seuls les riches y ont droit. Les Chinois de la ville, interdit d'y monter. Symbole colonial en puissance, mais aussi révolution. En 8 minutes, on passe des ruelles étouffantes aux villas néoclassiques, avec vue sur l'infini. Et voilà, une des premières voitures qui est exposée ici. Regardez-moi ça, la grande classe. Et en 1926, c'est The Place to Be. L'endroit où il faut être. Les stars, les people s'arrachent les places. Aujourd'hui, le Peak Tram, c'est 4 millions de voyageurs par an. Des cabines futuristes, mais toujours cette terrasse vintage. Le Peak Tram, c'est l'histoire d'une ville qui défie la gravité et les conventions. On dit que Hong Kong dort sur un dragon. Pas une métaphore, hein. Vraiment. Sous The Peak, un dragon géant aux écailles de granit serait endormi depuis des millénaires. Son souffle chaud expliquerait les brouillards soudains qui apparaissent. Et sa queue tremblerait à chaque fois qu'un typhon approche. C'est ce qui se dit. Et c'est là qu'on va. On prend de la hauteur et on se rend sur la plateforme d'observation qui devrait nous donner le plus beau des points de vue sur cette cité. Cette cité qui est clairement réputée pour être le sommet de l'ultralibéralisme, un nid de fourmis qui ne s'arrête jamais. Voilà ce que représente l'arrière-plan d'un selfie au sommet du monde de la finance. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que je résiste au chant des sirènes. Je vous mets mon petit selfie en encadré. Cet endroit s'appelle le Sky Terrace 428, la plateforme d'observation la plus haute de Hong Kong, à 428 mètres, d'où le nom. Panorama à 360 degrés sur la baie, ça vaut la peine. Lorsque je souligne le capitalisme, d'ultralibéralisme, ce n'est pas innocent. C'est pour annoncer de façon subtile notre prochaine visite. On va descendre de quelques étages et dans ce même centre commercial, ou ce même building, pour moi c'est un centre commercial, se trouve un musée. Un musée que je veux absolument visiter depuis longtemps et je ne me suis pas privé. Un musée à la gloire du symbole mondial du capitalisme. J'ai nommé le musée du Monopoly. Rassurez-vous, c'est pas vraiment un musée passif. On est clairement invité dans le Monopoly. Let's go et éviter la case prison. Hello everyone, I'm Mr. Monopoly. Welcome to my home and Monopoly City. It is my dream to build all these. Please take a look around. See what it's like to own it all. On est ici dans une attraction immersive, rendant grâce à ce jeu que l'on adore ou que l'on déteste. Moi je suis dans la team j'adore. Et toi ? Mais bon, contentons-nous d'explorer cet endroit. Thank you. Three, two, one.
Ce chemin que vous apercevez à l'écran est le Lugard Road. C'est une boucle pédestre d'environ 3,5 km. Vous verrez dans ce vlog que j'aime beaucoup faire de la randonnée. Malheureusement, ce jour, à Hong Kong, j'ai perdu beaucoup de temps et la randonnée m'est passée sous le nez. Mais au fait, savez-vous d'où ça vient, ce terme vlog ? Eh bien, c'est le moment d'ouvrir une parenthèse et de se pencher sur cette question. Il est temps d'ouvrir une petite parenthèse et de découvrir ensemble d'où provient le mot vlog. Aujourd'hui, on parle souvent de vlog. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient ce mot ? À la base, il y avait le blog. Vous vous souvenez ? C'était à la fin des années 90 ou 90 pour les Français qui ne comprennent pas le français. Des gens passionnés écrivaient sur Internet, un peu comme dans un journal de bord numérique. Le mot blog, lui, venait de web. Blog, oui blog, littéralement journal du web. Quelques années plus tard, les caméras se sont démocratisées, la technologie a avancé et certains ont commencé à raconter leur vie en vidéo. C'est là qu'est né le mot vlog, pour vidéoblog. C'est une contraction. Le tout premier, paraît-il, remonte à l'an 2000. Un gars qui filme son déménagement à Los Angeles et met sa vidéo en ligne. Voilà ce qu'est le premier vlog. Rien de fou, juste un moment de vie. Et puis, en 2005, YouTube débarque. Et là, tout change. Les gens se mettent à filmer partout, dans leur chambre, dans la rue, à l'autre bout du monde. On n'écrit plus nos histoires, on les montre. Et depuis, le mot vlog est resté simple, direct, humain. Un mot qui dit tout. Une vidéo, un bout de vie, une trace. Voilà ce qu'est le mot vlog. Mais en vous racontant tout ça, je me suis moi-même posé une question. Quelle sera la prochaine étape dans l'évolution de ce mot et dans la pratique elle-même ? Et ça, c'est beau. Je suis redescendu de cette colline et je me dirige vers un temple où les opposés cohabitent. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et comme vous êtes chanceux, cet épisode compte une deuxième carte postale. Cet endroit et ce qu'il représente méritait bien ce petit honneur. Bon visionnage, on se retrouve après. Les rues montent et l'ombre pèse. Entre les murs, entre les mondes, le silence. Un temple à l'histoire oubliée, un temple gardé par la brume. Un pacte ancien entre deux forces humaines. La lame et la plume. La lame et la plume. Ici les mots s'écrivent dans la fumée et les prières s'accrochent au bois sacré. Man, dieu des lettres, ô dieu de la guerre, dessous dans un même sanctuaire. Sous les spirales dansant, le temps semble ralentir. Chaque pas pèse, chaque regard dit: choisis ton art, mais pense avant. Dieu qui écrit construit, Dieu qui frappe détruit. Man, mon gardien des équilibres, un nouveau menu j'étienne, offre la paix à ceux qui doutent. Tu énarques les hommes qui viennent. L'humour de l'âme, je viens sans masque. Ouais, mais tu me combien j'ai des pailles. Dis-moi où va l'homme quand il hésite. Ça vient mais tu me comptes, j'ai moitié aïe. Ils sont remplis de supplications. Chaque clou, chaque sang d'oracle qui examine un étudiant, la peur d'un combattant, le choix d'un être humain entre penser ou frapper.
écrit sans mots, juste un souffle au bord de la foi. Et le vent l'a emporté vers un futur où je serai enfin roi. Esprit double, Manulok, je me dis beaucoup que ma voix soit celle de l'encre pour jeter en paix à chacun. Que la vérité tranche sans blesser, j'aime ni no way. Que dans la lumière je sache me dresser. J'étais venu fuir, mais je suis tombé sur un miroir. Et le silence du temple m'a parlé plus fort que tout. Entre la lame et la plume, je choisis d'être la plume et l'épée. En 1847, Hong Kong devient britannique. Mais dans un dédale de ruelles, les marchands chinois de littérature, Man, et de la guerre, Mo. C'est littéralement le tribunal des âmes. Ce temple est très spécial. Ici, on ne prie pas, on jure. Jusqu'en 1900, les disputes commerciales se réglaient devant les hôtels. Les hommes signaient des contrats trempés dans du sang de coq, jurant fidélité sous peine de malédiction divine. Les spirales d'encens géants, certaines peuvent brûler jusqu'à 3 semaines, ne sont pas là pour le spectacle. Chaque boucle est un vœu, et plus c'est gros, et plus les dieux t'entendent. En 1905, un tsunami de modernité déferle sur Hong Kong, mais Man Mo résiste. Même les Britanniques n'osent pas le toucher. Il est aujourd'hui entouré de Starbucks. C'est un mausolée de brume où les étudiants viennent supplier Man Che-hong avant les examens. Les offrandes peuvent aller jusqu'à des iPhones, paraît-il. Prendre un peu de hauteur. Ouais, j'aime ça. Sortir du brouhaha, de l'agitation de la ville, ça fait du bien. Je vous emmène visiter un monastère. Sa particularité, il en possède plus de 10 000. Je parle des Bouddhas, d'où son nom. En fait, il y en aurait même plus ou moins 13 000, voire plus. Pour atteindre le temple, il faut gravir des marches. De chaque côté, des Bouddhas, tous différents les uns des autres. Chacun une posture différente, un regard qui te suit. On est ici sur un temple assez moderne. Sa date de construction est de 1957, donc rien d'exceptionnel de ce côté-là. Mais malgré son nom de monastère, le site n'abrite plus de communauté monastique permanente aujourd'hui. Il est administré et entretenu par une fondation et du personnel laïque. Mais il est cool quand même, je vous invite à y aller.
90 litres juste pour mes fringues. Ouais, j'ai un problème. Bienvenue dans Face Cachée. Dans l'épisode d'hier, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, j'ai ouvert cette rubrique qui dévoile, explique et justifie mes choix, qui parfois, je le reconnais, paraissent douteux. Donc, hier, vous m'avez vu prendre l'avion de Bruxelles jusqu'à Bangkok avec mon gros bagage de 120 litres tout jaune. Je m'en suis rapidement délesté en le confiant à mon fiston afin de continuer le voyage vers Hong Kong avec un autre sac, un duffelbag de plus petite taille mais quand même 90 litres. Ouais, 90 litres, juste pour des fringues ou des vêtements et quelques autres petites choses qui me sont indispensables. Et non, ne discutez pas, elles me sont vraiment indispensables. Et nous allons découvrir ensemble le pourquoi du comment. Tout d'abord, l'avantage de ce duffelbag est qu'il est repliable sur lui-même et qu'il occupe finalement très peu de place une fois replié. Il résiste à la pluie, sa toile est très résistante et il est facilement sécurisable. Ouais, il va en soute dans l'avion, dans le bus et dans le bateau. Sa marque, Tools, c'est du bon matos. Croyez-moi sur parole. Alors, pourquoi un si grand sac, et ce, principalement pour des vêtements? Vous pensez que c'est trop? Moi aussi. Lorsque vous changez constamment de ville, de région, voire même de pays, il y a des impondérables à respecter, sauf si vous ne vous lavez pas beaucoup. Tout d'abord, c'est comme à la maison. Il faut faire sa lessive, et honnêtement, j'essaye d'avoir suffisamment de vêtements pour tenir une semaine, avant de devoir me coltiner cette tâche ingrate qui, en plus, demande quelques heures tout au mieux. J'essaye de faire ça en soirée, et j'utilise d'office le sèche-linge. Hors de question pour moi de confier mon linge à l'hôtel afin de le faire nettoyer. Le prix est toujours exagéré. Et il m'est déjà arrivé d'avoir de mauvaises surprises avec des vêtements qui ont rétréci à cause d'une température excessive ou d'un délai annoncé qui n'était pas respecté. Vous l'aurez compris, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça, c'est le conseil numéro 2. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je pourrais aller plus fréquemment à la laverie automatique, mais franchement, je préfère occuper mon temps autrement. Et deuxièmement, il n'y en a pas toujours partout. Et ça n'est pas toujours facilement accessible. Pour info, le concept de laverie publique est peu répandu en Chine. Alors un conseil, essayez lors de vos réservations de vérifier si votre logement dispose d'une machine à laver, ou l'hôtel de ce qu'ils appellent un coin buanderie. Tenir une semaine, et surtout dans un pays chaud et humide comme la Chine ou la Thaïlande, nécessite de changer au moins 2 fois par jour de sous-vêtements, et ce au minimum. Ça nous fait déjà 13 boxeurs à mettre dans le sac. Ouais, 13. Les t-shirts, je suis quelqu'un de très matinal. Généralement, je commence à vadrouiller dès 8h du matin, et souvent bien avant. Et ce, jusqu'à 20h, voire plus tard. J'aime beaucoup les treks en montagne ou en pleine jungle, qu'elles soient naturelles ou urbaines, le résultat est le même, l'odeur de transpiration après ça. Conclusion, changement de t-shirt au moins 2 fois par jour. Il est pour moi inimaginable d'aller manger ou boire un verre le soir en ayant l'odeur d'un buffalo. Voilà, on rajoute encore 12 t-shirts dans ce gros sac à dos. Les shorts, là c'est un peu plus soft, j'en prends 4. Les pantalons. Et là, je vous entends. Vous allez me dire que je n'ai pas besoin de pantalons dans un pays tropical. Je vous dis que oui. Ce sont des pantalons en toile. Et évidemment que oui, j'en ai besoin. Tout d'abord, l'accès à certains endroits vous sera interdit si vous vous présentez comme un vacancier juste sorti de la plage. Là, je pense à certains temples et surtout à l'administration, qui dans certains cas peut être un passage impératif pour vous. Et en Asie, c'est un total manque de respect que de se présenter en short et en débardeur ou en débardeur dans une administration. Vous risquez de payer très cher votre affront. Je pense aussi aux longues routes en moto. Si vous voulez vous retrouver brûlé sur les cuisses, ne les couvrez pas. Je pourrais aussi évoquer les randos en altitude. Là, la température peut descendre facilement jusqu'à 10 degrés. Et lorsque votre corps est habitué à subir du 25 ou 30 degrés tout le temps, c'est le truc idéal pour tomber malade et gâcher la suite de vos vacances. Donc, on rajoute au moins 2 pantalons en toile.
Un pull léger ou deux. Pareil, hein, pareil que les pantalons. Il ne faut pas prendre froid. Et dans les montagnes ou les transports en commun, avec la clim à fond, vous serez parfois très content d'avoir votre petit pull avec vous. Je prends aussi un petit coupe-vent pour me protéger de la pluie. Enfin, ça dépend de la saison. Et au moins 2 paires de chaussures, en plus de celles que je porte déjà. La première paire, des baskets confortables pour voyager. Et aussi pour me promener en milieu urbain sans avoir mal aux pieds. Elles doivent être passe-partout et m'ouvrir toutes les portes. La deuxième paire, une pour la randonnée, en montagne, dans la jungle. Et il ne faut pas n'importe quoi, il faut du grip, de l'ultra antidérapant. Les chaussures doivent être confortables et être de préférence déjà assouplies avant le départ, c'est très important. Troisième paire, la paire de chaussures relax, des Crocs. Je parle bien sûr d'un modèle un peu profilé, pas les horribles originales. En Thaïlande, c'est tout à fait normal de se promener partout avec des Crocs ou avec des sandales. Mais ça le fait beaucoup moins dans d'autres pays. Et je l'affirme haut et fort, maintenant, ce sont mes chaussures préférées. Je me suis acheté ma première paire de Crocs à 49 ans. Avant, je trouvais ça immonde. Je ne voulais pas me promener avec ça. Et puis, j'ai vu le modèle un peu plus sport en magasin, je l'ai essayé, et révélation. Qu'est-ce que c'est confortable. La semelle intérieure est composée de petits coussinets, et c'est waouh. Je vous invite à essayer. Donc voilà, encore 2 paires de chaussures dans le sac. Les chaussettes, ou au moins 6 paires de chaussettes courtes. Et hop, dans le sac. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les vêtements. À ça, on rajoute mes affaires de toilette. Une trousse avec des médocs et autres pansements. Un conseil, prévoyez quand même quelques antidouleurs et anti-inflammatoires avant de partir. De quoi soulager des piqûres d'insectes par exemple. Bon, en Chine, en Thaïlande, vous n'êtes pas en Afrique. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin directement en pharmacie et dans des shops, dans les supermarkets. Donc pas la peine de prendre des stocks énormes. Prenez juste de quoi agir sur le moment. Sauf pour une chose bien précise, où là je n'hésite pas. J'en achète en quantité. Les pansements Compeed, pour les blessures aux pieds ou les cloques, ils sont juste fabuleux. Ça, vous n'en trouverez pas en Thaïlande, je n'en ai jamais vu. Et en Chine, je n'en ai pas trouvé non plus. Et avec tout ça dans le sac, il n'est pas encore plein. Et ça, c'est génial. Ça me laisse encore une certaine liberté pour acheter des souvenirs et autres petits cadeaux pour la famille. Et comme ce ne sont majoritairement que des vêtements, c'est pas très lourd. Enfin, ça c'est ce que je pensais au départ. Et il me reste encore le bagage cabine, ce gros sac à dos, qui contient mon autre sac de matériel vidéo et informatique. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'était la face cachée de mes bagages, partie numéro 2. Mais derrière les fringues se cache le vrai défi. Transporter mon monde numérique sans m'y enfermer. Vous voulez tout savoir? Rendez-vous la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour moi dans l'aventure. Pour vous, ce sera la semaine prochaine à la même heure, même rien du tout, à la même heure.